Vic Cotroni a régné sur le crime organisé à Montréal pendant plus de 20 ans. Mais à partir des années 70, il n'aura plus la chance de vivre dans l'ombre. La durée de la carrière criminelle de Cotroni est incroyable. Il était déjà actif dans les années 30. 40 ans plus tard, il était toujours un des acteurs principaux de la mafia à Montréal quand le FLQ l'a nommé dans son manifeste. Le FLQ parle de Vic Cotroni comme le manipulateur des élections, celui qui a le contrôle du gouvernement. Il était vu comme le symptôme de l'échec de la démocratie. Les élections étaient devenues insignifiantes par sa faute. Il avait transformé la démocratie en crime organisé. Ceux qui tentaient de changer la structure politique le considéraient comme le symbole de tout ce qui allait mal au Québec. Vic Cotroni était en désaccord avec les activités du FLQ, comme les attentats à la bombe. Ça perturbait ses affaires, ce qui était inacceptable à ses yeux. En octobre 1970, le FLQ attaque. Les enlèvements du ministre Pierre Laporte et du diplomate James Cross mènent à la loi sur les mesures de guerre qui paralysera la nation. Pendant la crise d'octobre, la famille Cotroni a offert au gouvernement de retrouver Pierre Laporte. Son offre a été refusée. La mafia détestait le côté radical et révolutionnaire du FLQ. En novembre, la crise s'estompe. Mais le parrain montréalais est toujours inquiet. Ayant atteint la soixantaine, Vic décide de se concentrer sur l'avenir de son organisation. Il convoque ses lieutenants à une réunion importante. L'heure était venue pour Vic Cotroni de nommer son bras droit. Il cherche l'homme le plus apte à diriger les activités de la rue. Il choisit Paolo Violi, celui qui a su mériter sa confiance au fil des années. Il a fait un choix controversé. Violi, qui était relativement nouveau sur la scène montréalaise, n'avait pas une organisation aussi solide que les Rizzuto. Nick Rizzuto dirige un important volet des activités de la famille Cotroni, celui de la drogue. Il est étonné de la décision de Vic. Nicolo Rizzuto, qui espérait avoir enfin la chance de diriger la famille, était frustré. Il était respecté et très puissant. Sa réputation n'était plus à faire. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas se frotter à Nick Rizzuto. Mais Rizzuto respecte Cotroni. Il attendra, convaincu que son tour viendra. Même si Vic Cotroni quitte l'avant-scène, cela ne calmera pas les ardeurs d'un journaliste d'enquête qui voulait vérifier les allégations du FLQ à son sujet. À mes débuts au journal Le Devoir, j'ai découvert que des liens intéressants unissaient des personnes importantes. Certaines d'entre elles faisaient le pont entre des mafiosi et des politiciens. À l'époque, je ne pouvais pas écrire que tel homme faisait partie de la mafia, car les conséquences juridiques auraient compliqué les choses. Mais je pouvais établir des liens. Les évocations de corruption ne pouvant plus être ignorées, le gouvernement provincial est forcé d'agir en créant une commission d'enquête sur le crime au Québec. Mes découvertes et tout ce qui a suivi n'ont pas plu à la mafia. Le 1er mai 1973, on a voulu me faire taire. Chabournon? Oui, c'est moi.
L'agression met le vent dans les voiles de la commission d'enquête. Au début des années 70, le gouvernement du Québec a créé une commission d'enquête sur le crime, qui suivait le modèle de ce qui avait été fait aux États-Unis pour régler le problème du crime organisé. Les mafiosi ont d'abord pensé que ce n'était qu'une affaire de relations publiques, que le seul fait de vouloir les ridiculiser à la télévision signifiait qu'on n'avait rien de concret contre eux. Ils croyaient que si les autorités avaient vraiment eu des preuves, elles les auraient déjà arrêtés. L'enquête sur le crime au Québec a été décisive, car elle a exposé le milieu du crime organisé. Vic Cotronny est le témoin vedette de la commission.